Bonjour, je suis Marine. J'aime l'odeur de l'herbe coupée, du chaux mouillé et celle de la forêt. J'aime entendre le bruit de la pluie qui tombe sur la toile de tente, la neige glacée qui craque sous les bottes et le feu qui crépite dans le poêle. Je déteste les bruits de mastication humide et l'amertume du pamplemousse. Je suis Marine et ce soir, j'ai envie de m'adresser à vos sens. Je voudrais vous parler d'Alban. Alban a 2 ans et demi. C'est le fils d'une de mes amies. Et l'automne dernier, je me suis retrouvée dans la rue avec lui. Et on devait aller rejoindre sa maman sur un chemin qui, si on avait marché directement, nous aurait pris peut-être 15 minutes. Mais là, Alban, il marchait et il écoutait le bruit de ses pas sur l'asphalte. Après, il se décalait un peu, il continuait à marcher parce que sur le bord, il y avait des cailloux. Et encore, il écoutait le bruit de ses pas dans les cailloux. Et un peu plus loin, il a touché les feuilles qui débordaient de la haie. Il a levé la tête, il a regardé les oiseaux passer, les nuages. Ce chemin, c'est devenu un voyage. Ça nous a pris genre 40 minutes. Et souvent, on dit que les enfants sont perchés. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ils sont vraiment bien ancrés, bien là. Parce que leur rapport au monde, spontanément, il est sensoriel. Et nous aussi, en tant qu'adultes, notre rapport au monde reste sensoriel, même si on l'oublie souvent. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous inviter à un voyage sensoriel. Vous n'aurez pas besoin de vous lever de votre banc, ni de derrière votre écran. C'est un voyage que vous allez faire à bord d'un vaisseau qui est aussi banal qu'extraordinaire. Ce vaisseau-là, vous le connaissez bien, vous l'habitez chaque jour, c'est votre corps. Alors, c'est parti pour un voyage en 5 escales. La première escale, c'est le sens du toucher. On peut toucher grâce au plus grand organe sensoriel qu'on possède, c'est la peau. On a 2 mètres carrés de peau, en moyenne. 2 mètres carrés parsemés de plein de capteurs qui vont nous permettre de percevoir les pressions, les caresses, les températures. Et notre sensibilité n'est pas la même sur toute notre peau. Alors, je vous présente l'homonculus. C'est une représentation du corps humain où chaque partie du corps a une taille proportionnelle à sa sensibilité. Donc vous voyez bien qu'il a des immenses mains, une immense bouche et une immense langue. C'est les parties du corps où on est les plus sensibles. Et on comprend bien en voyant ça pourquoi spontanément on va associer le sens du toucher à la main et pourquoi les enfants ont tendance à attraper tout ce qui traîne et à les mettre à la bouche. En fait, c'est une manière d'explorer le monde qui est très précise. Le sens du toucher, comme tous les autres sens, il est essentiel à notre survie. Par exemple, il va nous indiquer la douleur, il va nous indiquer des potentielles brûlures et nous permettre d'agir pour ne pas abîmer notre corps. C'est lui aussi qui fait qu'on sait où est-ce que notre corps s'arrête et où le monde extérieur commence. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on se sert aussi du sens du toucher dans beaucoup d'endroits de la planète pour créer un lien humain. En Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on va se faire la bise, se serrer dans les bras ou se serrer la main. Mais il y a d'autres endroits du monde, comme par exemple à Bornéo, aux Philippines ou encore chez les Inuits, où quand 2 personnes se rencontrent, elles vont s'approcher l'une de l'autre, très proches, de manière à pouvoir sentir l'odeur de l'autre. Et c'est comme ça qu'ils se saluent. Le sens de l'odorat, c'est notre 2e escale. C'est mon sens préféré, sûrement parce que je suis très sensible aux odeurs, et aussi parce que c'est le sens qui est le plus relié aux émotions et à notre identité. On sait que le nez humain peut percevoir plus de 1000 milliards d'odeurs, grâce à une toute petite zone qui fait la taille d'un timbre et qui se situe à peu près ici. Et pour l'explorer, je vous propose une petite expérience olfactive. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez vu, vous avez des vaporisateurs devant vous, donc c'est le moment de s'en servir. Donc, en faisant attention à ne pas en mettre dans les yeux de vos voisins et vos voisines, je vous propose de vaporiser autour de vous, puis vous pouvez tous agiter les bras pour que ça se répande. Et je vous demande l'odeur que vous allez sentir. Comment est-ce que vous l'aimez? Et est-ce que cette odeur-là, elle vous rappelle quelque chose? On va essayer de faire ça le plus dans le calme qu'on peut pour que chacun vive une expérience la plus agréable. En tout cas, j'entends des rires, ça a l'air plutôt agréable. Alors, on va faire un petit sondage à main levée. Qui est-ce qui n'a pas du tout aimé cette odeur? Qui est-ce qui a aimé un peu cette odeur? Et qui est-ce qui a beaucoup aimé cette odeur? Alors là, ce soir, on a une grande majorité de personnes qui ont beaucoup aimé l'odeur.
Est-ce que cette odeur vous a fait penser à quelque chose? Un lieu, une personne, un endroit où vous êtes déjà allé? Moi, c'est une odeur, quand je la fais sentir souvent quand je donne des ateliers, on m'a déjà dit ça me rappelle les crêpes de mon enfance, ça me rappelle un voyage en Tunisie et les pâtisseries orientales, ça me rappelle ma nourrice que j'avais quand j'étais enfant, elle se parfumait avec cette odeur. Et moi, personnellement, ça me rappelle la brioche. Alors, en fonction de notre vécu, des histoires, des odeurs qu'on a croisées dans notre vie, on ne va pas avoir la même appréciation ni la même évocation. Il y a peut-être même des personnes pour qui cette odeur n'évoque rien du tout. Et c'est en ça que le sens de l'odorat est très relié à notre histoire. Faire sentir une odeur à quelqu'un, c'est ouvrir la porte à échanger sur l'histoire de chaque personne. Pour les personnes qui ont eu un souvenir qui a surgi, vous venez d'expérimenter ce qu'on appelle le pouvoir évocateur des odeurs. C'est quelque chose qui a été rendu très célèbre par Marcel Proust avec la fameuse madeleine trempée dans l'infusion de tilleul, qui l'a ramené à un souvenir de son enfance qu'il avait des dizaines et de dizaines d'années en arrière. Alors pourquoi ça fait ça? En fait, quand on vit une émotion forte, qu'elle soit joyeuse ou triste, le corps va imprimer en mémoire l'ensemble des sensations du moment. Et quand plus tard, des semaines, des années, des décennies après, on recroise une de ces sensations, et ben ça réveille le souvenir. Ça peut être une chanson, ça peut être un lieu, ça peut être un paysage, mais les odeurs, ce sont elles qui vont faire ce rappel le plus rapidement possible. Et je pense que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles je trouve que ce sens est vraiment fascinant. Je vous demande maintenant de réfléchir, de penser à votre odeur préférée. Et maintenant, l'odeur que vous détestez le plus. Je suis pas mal prête à parier que dans les odeurs que vous aimez, il y a des odeurs de fleurs, d'aliments, de plats, de forêts, peut-être de personnes que vous aimez. Et dans les odeurs que vous détestez, des odeurs de putréfaction, de poubelle, de moisie. En fait, le sens de l'odorat, il participe énormément à notre survie du point de vue alimentaire. On va être attiré par les odeurs de choses qui sont bonnes pour nous, qui sont comestibles, et on va être complètement révulsé par des odeurs de choses qui sont toxiques pour nous. On s'en va vers notre troisième escale, celle du sens de la vue. Le sens de la vue, il est quand même très pratique pour se repérer, pour trouver le bon chemin, pour éviter les obstacles, et on s'en rend d'autant plus compte quand il y a du brouillard. Et moi, il y a quelques semaines, j'étais à Dijon, et à Dijon, de temps en temps, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, il y a du brouillard, et ça ne bouge pas pendant plusieurs jours. Et la dernière fois où j'y étais, c'est ça qui s'est passé. Alors on a pris une voiture, on est sorti de Dijon, et à peine 20 minutes, c'était grand ciel bleu, grand soleil. On est allé dans une forêt, ça sentait le sous-bois humide de l'hiver, l'air était vraiment frais et agréable. Et je marchais sur le chemin et j'écoutais le bruit de mes pas. Et puis, j'ai vu ça. Et j'ai pris une photo. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi, j'ai vu un visage de femme. Je vois souvent des visages. Ça peut être dans mes tartines le matin, quand j'épluche des légumes ou quand je regarde les bouches d'aération sur les toits des maisons. Ce phénomène, ça s'appelle la pareidolie. C'est le fait de détecter un visage humain ou une forme animale dans un nuage, une tache d'encre, les traces d'eau sur le trottoir, par exemple. C'est un phénomène qui contribue à notre survie parce que ça découlerait d'une hypersensibilité à détecter les présences. Et ça, c'est quand même pratique. Si la présence en question est menaçante, ça nous permet de réagir et peut-être de partir en courant ou de se mettre à lutter. Sauf que c'est un phénomène qui est très sensible, mais par contre, ça manque de précision. Donc parfois, il y a des ratés. On voit des présences là où en fait, il n'y en a pas. En parlant de reconnaître les choses, est-ce que vous reconnaissez cet objet? Cet objet, ça s'appelle un masseur de tête caresse de luxe. Quand j'habitais à Grignon, parce que j'étais à Grignon il y a plus de 15 ans, j'en avais un dans ma chambre. Et chaque fois que mes amis venaient, en général, c'était la première chose qu'ils faisaient. Ils le prenaient, ils le mettaient sur leur tête. Et donc les personnes qui ont réagi, j'imagine que vous savez que ça crée en quelques centièmes de seconde une sensation de frissonnement, de picotement qui envahit tout le crâne, qui descend dans le cou. Enfin, on est proche de l'extase. Et cette sensation, elle a un nom. Elle s'appelle l'ASMR. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom-là, parce qu'il a été popularisé au début des années 2010 par des vidéos qui portent ce nom et qu'on trouve vraiment beaucoup sur Internet, où on voit des personnes qui manipulent des produits cosmétiques, des aliments,
qui vont les manger et qui s'enregistrent avec des capteurs très très sensibles. Ils parlent aussi avec une voix chuchotée et apparemment, chez certaines personnes, ces sons-là provoquent l'ASMR. Moi, personnellement, ces vidéos-là, elles me fascinent parce que ce n'est pas du tout des sons qu'on a l'habitude d'entendre. C'est des sons vraiment de l'ordre de l'intime. Mais à la fois, ça me dégoûte parce que je suis misophone. Clin d'œil à ma sœur et mon beau-frère qui sont pareils. La misophonie, c'est une aversion pour certains sons qui ne dépendent pas du tout de l'intensité. Parce que parfois, il y a des sons très forts qui vont être désagréables. Là, c'est des sons qui sont très légers. Et peut-être que si vous vous êtes déjà retrouvé dans une file d'attente derrière quelqu'un qui déglutissait, qui mâchait un chewing-gum, qui se raclait la gorge ou qui reniflait et que vous trouvez ça insupportable, peut-être que vous aussi, vous êtes misophone. Le bruit des chips, ça ne fait pas du tout partie des bruits que je déteste. Au contraire, quand j'entends quelqu'un qui froisse un paquet de chips, qui l'ouvre et qui se met à en manger, tout de suite j'ai envie d'en manger aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Eh bien, il y a des chercheurs et des chercheuses dont le sujet de recherche est l'impact des sons sur nos préférences et nos comportements alimentaires. Et il y a un chercheur qui s'appelle Charles Spencer qui a démontré notamment que quand on mange des chips en ayant sur les oreilles un casque dans lequel est diffusé le bruit de quelqu'un qui mange des chips, les chips qu'on mange, elles ont l'air encore plus croustillantes. Je ne sais pas si ça vous donne faim, mais on est rendu à notre 5e escale, le sens du goût. Le sens de la gustation qui nous permet de percevoir les saveurs. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a à peine quelques jours, j'étais avec un ami et son fils, Louane, qui a 9 ans, et on avait acheté 2 cafés et un chocolat chaud à emporter. On est allé se poser au bord du canal de l'Ourcq, et là, Louane a attrapé son gobelet, il a bu une gorgée, et là, il a fait une grimace, il a fait « Arc, mais le café, c'est vraiment pas bon !» Et vite, il a cherché le gobelet du chocolat chaud, il a bu une gorgée, c'était bien sucré, et là, son visage s'est détendu, et tout allait bien. Je vous raconte cette anecdote parce que, en fait, on est programmé à la naissance pour adorer le sucré, et également le gras, et détester l'amertume. Et il y a un chercheur dans les années 80 qui a démontré que cette préférence et cette aversion étaient innées et universelles chez tous les enfants de la planète. Et ça s'explique par le fait que le premier aliment qu'un enfant doit manger pour grandir, c'est le lait maternel, qui est un aliment qui est gras et sucré. Et donc les enfants qui se sont bien alimentés parce qu'ils étaient portés vers cet aliment, ils ont grandi, ils se sont reproduits et ils ont transféré cette préférence à leur descendance. Et l'aversion pour l'amertume, par le fait qu'il y a beaucoup de plantes toxiques qui sont amères. Et donc, ça protégerait le petit humain de l'intoxication alimentaire. Sauf qu'il y a aussi beaucoup d'aliments comestibles qui sont amers. Et c'est là que les enfants ont besoin des adultes. Au même titre qu'ils ont besoin des adultes, de leurs parents et des adultes référents pour apprendre à parler, apprendre à marcher, ils ont besoin de nous pour apprendre à aimer une diversité de goûts. Et donc cette éducation au goût, elle se fait avant tout à la maison, mais elle peut se faire aussi, par exemple, à l'école ou en camp de vacances. On vient d'explorer nos 5 sens par ce voyage de survol. Sans le sens du toucher, sans le sens de l'ouïe, sans le sens de l'odorat, sans le sens de la vue et sans le sens du goût, eh bien, notre vie, justement, n'aurait pas le même goût. On a parlé de beaucoup d'organes sensoriels et il y en a un que je voudrais rajouter maintenant qui est essentiel, c'est le cerveau. Parce que c'est lui qui fabrique notre représentation du monde, à partir des sons, des lumières et des matières que sont les saveurs, les textures et les odeurs du monde. Les informations sensorielles sont envoyées par voie nerveuse sous forme de signaux électriques. Et là, le cerveau fait la synthèse entre les informations sensorielles, la mémoire, les émotions, et là, paf, ça crée comme une carte postale sensorielle et émotionnelle de l'instant présent. Et même si, a priori, on habite tous le même monde, notre perception à chacun, elle est unique. Parce que, oui, on a tous des organes sensoriels, on est semblables, mais par notre génétique, on ne va pas avoir la même sensibilité. Et à ça s'ajoute notre culture, notre éducation, nos habitudes de vie, notre âge, et peut-être parfois aussi les maladies et les accidents qui peuvent nous arriver. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres,
Par exemple, tout à l'heure, l'odeur que je vous ai fait sentir, l'odeur de fleurs d'oranger, certaines personnes ont peut-être trouvé qu'elle était très forte, d'autres moyennement, et d'autres peut-être n'ont rien senti. Et pourtant, c'était la même odeur, et vous avez tous et toutes raison. Parce que oui, chacun ses goûts, mais aussi chacun sa sensibilité. Alors nous sommes des êtres semblables, mais aussi des êtres uniques. Et même si, en grandissant, en devenant adulte, notre pensée, notre rationalité prend de plus en plus de place pour guider comment nous vivons et comment nous habitons le monde, on reste des êtres sensoriels et émotionnels. Nos 5 sens sont notre seule interface avec le monde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on mange un aliment ou un plat et qu'on se dit « Ah, mais il y a un goût, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus ». Et là, on a un voisin qui dit « Ah, c'est chouette, ils ont mis du cumin, c'est vraiment super bon ». Et là, d'un coup, la sensation de cumin, elle apparaît énorme et on la sent hyper forte. C'est un peu comme si le langage venait jouer un rôle de zoom, d'augmentateur de sensations. Alors moi, je me dis, si les mots peuvent nous permettre de vivre le monde plus intensément, peut-être avec plus de précision, mais pourquoi ne pas essayer d'enrichir notre vocabulaire sensoriel? Et si on prenait aussi le temps, parfois, juste pour quelques instants, de porter attention à nos sensations? Quand on mange, quand on rencontre quelqu'un, quand on se promène dehors, quand on est assis ici en train d'écouter une conférence. Il y a quelques jours, je m'en allais à pied animer un atelier du goût, un atelier où je fais découvrir par la dégustation avec les 5 sens toute une variété d'aliments. Et j'avais mon cabas dans lequel j'avais tout mon matériel et mes aliments, et je marchais vite et j'étais pressée et je pensais à tout ce qu'il ne fallait pas que j'oublie et tout ce que je voulais leur dire. Et je me suis retrouvée derrière une personne qui marchait avec une canne. Je ne voulais pas doubler parce qu'il y avait des voitures sur la route. La personne devant moi, je ne voulais pas la bousculer, alors j'ai ralenti. J'ai levé la tête et j'ai vu des magnifiques sculptures qu'il y avait sur les bâtiments. J'ai vu le ciel bleu. J'ai senti l'odeur de la boulangerie à côté de laquelle je passais. J'ai entendu le bruit de mes pas sur l'asphalte. Et puis j'ai pensé à Alban. Et j'ai souri. Je suis Marine. J'aime l'odeur de l'herbe coupée, du chaux mouillé et celle de la forêt. J'aime observer la diversité de vos visages. J'ai aimé entendre vos exclamations, vos silences et vos respirations. J'aime sentir vos odeurs qui se sont mélangées à celles de cet amphithéâtre et à celles de la fleur d'oranger pour créer l'odeur unique de cette soirée. Alors ici, avec vous, je savoure l'ensemble des sensations de cet instant présent qui se termine maintenant.